Le journal sur Al24 News. Merci d'être avec nous pour cette édition. Voici les titres. En visite de travail en Algérie, le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, a été reçu par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Depuis la tribune onusienne, l'Algérie rappelle son soutien indéfectible à la cause sahraoui par la voix de son représentant Ammar Benjama. Et suite au drame qui a causé la mort de 114 personnes en Irak, le Premier ministre Mohamed Shia al-Soudani décrète un deuil de 3 jours. Moscou accuse Washington et Londres d'avoir aidé Kiev dans les frappes qui ont ciblé une flotte russe en Crimée. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le ministre italien de la Défense, Crosetto Guido, est en visite de travail en Algérie. Il a été reçu par le président algérien Abdelmadjid Tebboune au siège de la présidence. La rencontre a eu lieu en présence du chef d'état-major de l'ANP, Saïd Chingueriha, et le directeur du cabinet de la présidence, Nader Al-Arbaoui, ainsi que le conseiller du président chargé des affaires liées à la sécurité et à la défense, Boumediene Benatou. Avant cette rencontre, le chef d'état-major de l'armée, Saïd Chingueriha, a reçu le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto. Le chef d'état-major a salué la remarquable diversité des domaines de coopération militaire entre les armées des deux pays, soulignant la disposition de l'armée algérienne à développer les relations bilatérales. Notre partenariat militaire est particulier, vu les réalisations considérables enregistrées par nos deux corps grâce à la diversification des domaines de coopération au profit des deux pays sur la base d'une entente réciproque et une constante détermination pour développer les relations bilatérales et les promouvoir à un niveau qui leur convient. J'atteste dans ce sens de notre pleine disponibilité à consolider les programmes de coopération bilatérale qui n'est pas uniquement un choix mais les mutations actuelles et l'instabilité qui caractérisent notre région nous imposent la nécessité de conjuguer nos efforts pour apaiser les tensions dans les pays qui souffrent des conséquences des conflits et les aider à retrouver leur stabilité et leur sécurité. À l'issue d'une session de formation organisée par l'Institut diplomatique et des relations internationales d'Algérie, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, est revenu sur la particularité de la politique étrangère algérienne dans sa dimension africaine et son renforcement par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à travers une orientation stratégique. Cette session de formation s'inscrit dans le cadre de la tradition de coopération que l'Algérie a consacrée dans ce domaine, permettant à nos frères africains d'obtenir plus de 2000 bourses annuelles pour rejoindre les différentes universités, instituts et écoles supérieures algériennes. Le président adopte le principe des solutions africaines aux problèmes africains. Dans le règlement des crises, une voie dont les objectifs se résument dans l'initiative du président qui vise à asseoir une solution pacifique. Et dans le cas du Niger, d'éviter le recours à la force et à l'option militaire dont les répercussions pourraient plonger le pays et toute la sous-région dans un avenir incertain. La même détermination est perçue par le président pour réactiver l'accord de paix et de réconciliation au Mali émanant du processus d'Alger, et ce, en dépit des complications imposées par la situation sécuritaire dans ce pays frère et voisin. Diplomatie toujours, l'Algérie, par la voix de son représentant auprès des Nations Unies à New York,
Ammar Benjamah réitère son soutien indéfectible à la cause du Sahara occidental et le droit inaliénable de son peuple à l'autodétermination, comme le stipulent les résolutions des Nations Unies et le principe de décolonisation. Safwan Ben Sabri. À l'occasion de la 78e Assemblée générale des Nations Unies, l'Algérie, à travers la voix de son représentant permanent, Ammar Benjamah, a rappelé sa position quant au conflit sahraoui, réaffirmant son attachement et son soutien à une cause non négociable pour la diplomatie algérienne. Après avoir exprimé la solidarité de l'Algérie suite au drame des tremblements de terre ayant eu lieu au Maroc, le représentant permanent de l'Algérie à l'ONU a utilisé son droit de réponse pour réitérer la position d'Alger, une ligne de conduite déjà exprimée par le président algérien Abdelmajid Tebboune devant l'Assemblée générale de l'ONU. Monsieur le Président, il est un secret pour personne que l'Algérie a soutenu et continuera à soutenir le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. C'est ce que le président Tebboune a proclamé avec franchise et conviction devant cette Assemblée mardi dernier. Alger reste donc fidèle à sa politique de lutte et de soutien à la décolonisation, une position inchangée depuis bientôt 50 ans, car ancrée dans sa politique étrangère depuis l'indépendance. L'Algérie appelle à l'autodétermination du peuple sahraoui qui lutte pour son indépendance depuis 1975. Alger appelle à la mise en place d'un référendum d'autodétermination sous l'égide de l'ONU, prévu lors de la signature en 1991 d'un cessez-le-feu, mais jamais concrétisé. On reste dans la région. Le ministre des Affaires étrangères tunisien, Nabil Ammar, est en visite de travail en Russie. Le chef de la diplomatie tunisienne s'est entretenu avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, à Moscou. Ce déplacement a pour objectif de renforcer la coopération bilatérale et de soutenir les efforts africains visant à mettre un terme au conflit russo-ukrainien, selon la diplomatie tunisienne. L'afflux des réfugiés. Merci. Et je pense que nous avons les canaux ouverts de discussion et de partenariat et de coopération avec tous nos partenaires. Nous n'avons jamais dit que nous avons coupé les ponts avec le FMI. Nous discutons avec le FMI, mais en lui disant voilà nos contraintes et voilà nos conditions, et cela doit être clair. La stabilité du pays, la protection des couches sociales les plus défavorisées, la sécurité, ce sont les lignes rouges à l'intérieur desquelles nous sommes tout à fait prêts à discuter. Et en Libye, un nouveau plan d'action a été élaboré entre les équipes algériennes et libyennes dans les opérations de recherche à Derna, incluant une opération de recherche dans 12 points. Cette réunion proposée par le chef de l'équipe algérienne à Derna a été marquée par une coordination technique de haut niveau entre les équipes de plongée algériennes et leurs homologues libyennes dans les zones sinistrées après le passage de la tempête Daniel le 10 septembre dernier. L'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, a quitté la capitale Niamey ce mercredi matin dans le sillage de la décision prise par le président français Emmanuel Macron de retirer les troupes françaises du pays. Après plusieurs semaines de bras de fer entre Paris et le CNSP, après le coup de force du 27 juillet dernier qui a conduit à la destitution du président Mohamed Bazoum. De son côté, le secrétaire américain à la Défense a déclaré étudier toutes les mesures futures concernant sa présence militaire au Niger. Washington avait annoncé le 7 septembre dernier repositionner ses troupes par précaution, transférant certains soldats d'une base de la capitale Niamey vers une base aérienne dans le nord. Pour rappel, les États-Unis disposent de quelques 1100 soldats stationnés au Niger, engagés contre les groupes terroristes actifs dans cette région. Je parlerai franchement des défis auxquels nous sommes confrontés en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme et des dangers du XXIe siècle. Et je vais vous dire pourquoi. Je suis tellement optimiste quant à notre avenir et celui de la paix, de la prospérité et par-dessus tout, de la liberté. Aujourd'hui,
Notre coopération militaire avec nos partenaires africains est bien plus forte qu'elle ne l'était il y a quelques années à peine. Nous travaillons à approfondir des relations de défense ancrées dans l'égalité et le respect mutuel. Nous vous le disions en titre, au moins 114 personnes sont mortes et plus de 150 blessées dans l'incendie d'une salle des fêtes. Le drame a eu lieu à Hamdania en Irak, dans le nord de ce pays, lors de la célébration d'un mariage. Selon les premiers éléments, un feu d'artifice serait à l'origine de ce drame. Les détails avec Souila Kilal. Quand un mariage tourne au carnage, l'état de carbonisation de ce qui était une salle des fêtes témoigne de la violence de l'incendie qui a surpris les quelques 223 convives présents sur place. Le bilan est très lourd, plus de 100 personnes ont perdu la vie. L'incompréhension est totale. J'étais dans le couloir. Quand c'est arrivé, ma mère était dans la salle de bain. Je ne l'ai pas trouvée ensuite. J'ai cherché mon fils, ma fille, ma femme, mon père. Je ne les ai pas trouvés non plus. Ils ont disparu. Je l'ai habillé moi-même avec ses vêtements. Je maudis l'or avec lequel j'ai habillé ma fille. Selon des témoignages, des panneaux en préfabriqué hautement inflammables se seraient embrasés au moment où des feux d'artifice ont été tirés dans l'enceinte de l'établissement. Les feux d'artifice ont commencé et des décorations en plumes suspendues au plafond ont pris feu. Le responsable de la salle a ouvert la porte, révélant un immense incendie. J'étais assis à l'intérieur et j'ai réussi à atteindre la porte en quelques secondes. Ma famille se trouvait également à l'intérieur et nous avons immédiatement commencé à les faire sortir. Nous crions, l'incendie était absolument catastrophique. J'ai vu mon frère qui travaille avec moi ouvrir la porte et nous crier de sortir. Le climatiseur a explosé au-dessus de nos têtes. La situation était indescriptible. Les gens brûlaient et criaient sous mes yeux. Devant l'hôpital général de Hamdania, c'est la cohue. Les ambulances transportant cadavres et blessés arrivent sirènes hurlantes. Devant le désarroi des familles qui tentent d'avoir des nouvelles de leurs proches. À l'intérieur de l'établissement hospitalier, une opération de dons de sang s'organise. Des moments de bonheur qui, en une fraction de seconde, se sont transformés en une véritable tragédie. La vie de ces personnes a basculé de la joie aux larmes, plongeant tout un pays dans le deuil. Et le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présenté aujourd'hui ses condoléances à son homologue irakien Abdellatif Jamal Rachid suite à l'incendie de Hamdania en Irak et qui a coûté la vie à 114 personnes dans un dernier bilan communiqué par les autorités irakiennes. Après avoir présenté ses condoléances aux familles des victimes suite à ce drame, le président irakien Abdellatif Jamal Rachid a souligné ce mercredi la nécessité d'entamer une enquête urgente sur l'incendie et de déterminer les circonstances de l'accident et de prendre toutes les mesures de sécurité pour éviter une telle tragédie dans l'avenir. De son côté, le Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Soudani a décrété aujourd'hui un deuil général dans tout le pays pour une période de 3 jours, ainsi que la présentation des condoléances aux familles des victimes dans cet incendie survenu à Hamdania, dans la région de Ninive. Les forces d'occupation sionistes ont arrêté 15 Palestiniens de diverses régions de Cisjordanie, selon des sources de sécurité palestiniennes, qui a révélé que les forces spéciales d'occupation ont pris d'assaut la commune de Toubas, située au nord-est de la Cisjordanie, et arrêté 2 Palestiniens après avoir perquisitionné plusieurs maisons, tandis qu'un 3e jeune palestinien a été arrêté du côté de la Cisjordanie dans la ville occupée Al-Quds. Les forces d'occupation ont pris d'assaut la commune de Beit Dakou, située à l'extérieur du mur. Ils ont arrêté 4 jeunes palestiniens, dont un prisonnier libéré récemment.
Le président iranien Ibrahim Raïsi et son homologue russe Vladimir Poutine ont eu un entretien téléphonique. Le président iranien a affirmé que les échanges bilatéraux affichaient une dynamique favorable, soulignant la nécessité d'accélérer la mise en œuvre des accords et des projets conjoints, notamment dans les domaines des transports et des échanges d'énergie. Selon le communiqué, et le président russe, quant à lui, a déclaré que le volume du commerce bilatéral avait atteint un record l'année dernière, décrivant l'Iran comme un partenaire stratégique de la Russie. La tension persiste toujours autour de la région du Haut-Karabakh, disputée entre Yerevan et Bakou après l'offensive des troupes azerbaïdjanaises. Plusieurs habitants ont fui l'enclave. Selon plusieurs sources, il serait 13 000 Arméniens qui ont quitté la région ces dernières heures. Le point avec Naïla Hamouda. 30 heures de route pour pouvoir passer cette frontière. L'exode se poursuit. Une longue file d'attente vers l'Arménie au dernier point de contrôle vers la frontière. Cette enclave peuplée d'Arméniens continue de se vider par le corridor de la Chine, la seule route qui la relie à l'Arménie. Ces réfugiés ont tout laissé derrière eux. Ils se retrouvent affamés et épuisés. C'était horrible, les enfants avaient faim, ils pleuraient. Une enfant s'est même évanouie. Elle a eu une température corporelle élevée. Alors nous lui avons donné des médicaments. Nous nous sommes enfuis juste pour survivre, c'est tout. Peut-on vivre avec eux? Non, ce n'est pas possible. Je viens d'arriver, cela fait un jour que je suis sur la route, mes enfants ont faim. Une semaine après une offensive éclair de l'Azerbaïdjan dans cette enclave, plus de 47 000 réfugiés sont arrivés en Arménie. Et ils devraient être encore plus nombreux. Dans la ville arménienne de Gori, le centre humanitaire installé dans les locaux du théâtre municipal ne désemplit pas. Les volontaires travaillent d'arrache-pied pour apporter de l'aide à ces déplacés. Ils appellent la communauté internationale à réagir et à mettre la lumière sur les faits au Haut-Karabakh, où des milliers de personnes sont déplacées de force après les attaques menées par l'Azerbaïdjan le 19 septembre dernier. Retour en Algérie, le président du Conseil de la nation algérien, Salah Goudjil, a signé ce mercredi au siège de l'ambassade d'Italie à Alger, au nom du président de la République Abdelmadjid Tebboune, le registre de condoléances suite au décès de l'ancien président italien Giorgio Napolitano. Le défunt fut président de la République italienne de 2006 à janvier 2015. Le Parlement bulgare a approuvé l'envoi en Ukraine d'anciens systèmes de missiles de défense aérienne de l'ère soviétique, la première expédition de ce type à Kiev, en provenance d'un pays divisé sur cette question, selon ce que rapporte une agence de presse européenne. En vertu de cette décision, un nombre non divulgué de systèmes de missiles sol-air S-300 que la Bulgarie a déclaré ne pas être en mesure de réparer sera envoyé en Ukraine. Conflit en Ukraine toujours pour la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova. La frappe ukrainienne du 22 septembre dernier et qui a ciblé le siège de la flotte russe de la mer Noire en Crimée a été mise en œuvre à la demande américaine et britannique. Le 22 septembre, Sébastopol est à nouveau attaqué. Il n'y a pas le moindre doute que l'attaque a été planifiée à l'avance avec l'utilisation de moyens de renseignement occidentaux, d'équipements satellites de l'OTAN, d'avions de reconnaissance. Elle a été mise en œuvre à la demande des services de renseignement américains et britanniques et en étroite coordination avec eux. Pas loin de l'Ukraine, pour Robert Telus, ministre polonais de l'Agriculture, la proposition ukrainienne pour l'acheminement des céréales ukrainiennes en Pologne doit être validée par Varsovie pour que ces céréales franchissent la frontière polonaise. La proposition ukrainienne est que si quelqu'un contacte l'Ukraine pour faire venir des céréales en Pologne et que nous ne sommes pas d'accord pour que ces céréales traversent notre frontière, alors l'Ukraine ne délivrera pas de licence d'exportation. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Maoulid Nabawi Sharif à tous.